Alors, mesdames, messieurs, pour cette première partie consacrée au terrorisme, en fait, et comment lutter contre le terrorisme, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Kamel Gadalla, analyste politique. Bienvenue avec nous, bonsoir. Merci. Alors, en fait, hier, c'était une journée très triste. On a eu plusieurs attaques. On a eu, bien sûr, l'ambassadeur russe qui a été tué par un officier turc à Ankara. On a vu ce qui s'est passé au centre de Berlin. Une attaque en Suisse contre un centre islamique aussi, faisant 3 blessés. Alors, on voit toujours dans cette période, c'est-à-dire en s'approchant des fêtes de Noël et du Nouvel An, on a toujours cette augmentation de taux d'attaques terroristes. Alors, comment vous voyez cette vague qui commence vraiment à apparaître depuis quelques jours dans le monde entier? Oui, tout d'abord, toutes mes condoléances pour les victimes, pour leurs sillons, en fait, parce que c'est tout à fait anti-humain ce qui s'est passé, parce que c'est l'homme, même avec H majuscule, qui est menacé. Ouais. De tels actes terroristes, c'est d'une part. D'autre part, pour aller directement vu le sujet, je ne cherche pas du tout à justifier ce qui s'est passé, mais tout simplement, on cherche à bien comprendre pourquoi cela se produit, en fait, de cette intensité qui est partout le monde, si bien en Orient qu'en Occident et tout. Je crois que cela pourrait en fait s'accorder bien avec ce qui se passe intellectuellement à l'échelle mondiale. Parce que c'est l'absence de dialogue qui règne entre les différentes parties du monde, entre par exemple les pays riches et les pays pauvres, entre par exemple les pays qui sont du super puissance militaire et d'autres qui se voient en fait comme des pays chétifs. Il y a plusieurs préjugés et croyances qui, oui, peut-être fausses, pourquoi pas, mais qui sont bien ancrés malheureusement dans les mentalités collectives, si vous voulez. Mais ce n'est pas via les penseurs, pas forcément via les penseurs, les journalistes, mais je crois que même les penseurs, les journalistes ne jouent pas amplement et adéquatement le rôle attendu de leur part. Parce que, par exemple, il y a toute une croyance, par exemple, en Syrie, que ce sont les Russes qui sont à l'origine de cette crise qui se passe là-bas, mais de massacres perpétrés contre les civils. Oui. On ne parle pas, par exemple, ni de Jabhat al-Nusra, ni rien du tout. Sans égard pour les factions qui sont en conflit là-bas, on regarde les civils, et qui sont des habitants qui vivent en toute sécurité, sans égard pour la guerre civile qui se passe là-bas, mais ils sont toujours ciblés et visés. Donc il y a toute une croyance que ce sont les Russes qui sont à l'origine de la souffrance du peuple syrien, bien qui ont contribué à cette souffrance-là, d'une part la Russie, d'autre part l'Iran. Donc il y a cette animosité, en fait, cette répugnance. Mais en fait, avant de continuer, si vous permettez, ce ne sont pas les Russes et le régime syrien qui sont à l'origine de ces atrocités. On ne peut pas, comme je répète toujours, en ce qui concerne le dossier syrien, c'est très difficile de dire maintenant qui est vraiment, où se trouve le problème. On a des groupuscules et des groupes même terroristes qui combattent à l'intérieur du pays. Alors c'est très difficile de dire que c'est le régime qui est à l'origine. Oui, c'est une guerre. Il y a des civils qui sont... J'adopte pas forcément ce point de vue, mais j'essaye de... comprendre, moi et vous aussi, il faut comprendre pourquoi ils sont par exemple, si vous voulez, ils sont très très tendus vis-à-vis, par exemple, de Russes et vis-à-vis de l'Occident. Alors, puisque vous avez commencé par, en fait, le dossier syrien, j'aimerais commencer aussi par l'attaque contre l'ambassadeur. D'abord, l'attaque, c'est quelque chose de nouveau, c'est pas un acte terroriste comme d'habitude, c'est pas des explosifs, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est visé complètement, et on a vu qu'il s'agit d'un officier turc, on a vu comment un ambassadeur n'était pas bien protégé dans un pays aussi important que la Turquie, surtout que tout le monde sait qu'il y a des problèmes, bien sûr, concernant la Russie et le dossier syrien, et comment on a vu l'attaque sur les différentes chaînes de télévision, ce qui est nouveau cette fois-ci, ce qu'on a vu l'acte qui était bien filmé. Alors, comment vous avez vu hier cet accident surtout? En fait, j'ai vu cet acte terroriste du point de vue tout à fait intellectuel. C'est-à-dire quoi? Malheureusement, dans la plupart des pays du monde, y compris la Turquie et même peut-être l'Égypte aussi, tout simplement, c'est que nous intéresse en ce qui concerne la formation d'un policier sur la sécurité. C'est-à-dire comment, par exemple,
comment tu es arrivé à bien réussir à arrêter le coupable, par exemple, à sauver les victimes, tout cela. Mais il y a cette absence de culture. Étant donné qu'il n'y a pas de culture, par exemple, qui est dans le programme de formation de policiers, donc ce policier, il était parfaitement formé pour les points, pour par exemple, si vous voulez, le côté sécurité, le côté policier et tout cela. Mais en ce qui concerne la culture, l'intellectualité, elle n'était pas du tout formée. Raison pour laquelle elle était ciblée par des pensées peut-être erronées et des idées qui ne sont pas correctes, que ce sont le Russe qui sont les ennemis. Donc, tout simplement, même dans n'importe quel pays, moi, je ne cherche pas à défendre le régime turc, parce que c'est pas, moi, je ne suis pas porte-parole de la Turquie, hein, mais tout simplement, pour l'analyse politique, on cherche à connaître comment cela s'est passé. Il s'agit d'un homme de sécurité, un officier, peut-être un soldat, peu importe, qui était parmi la garde qui était chargée de protéger et de sécuriser l'hôte russe. Donc, on ne croyait pas du tout que c'est lui qui est chargé de garder cette victime. Il pourrait être lui-même l'auteur de ce crime-là. Donc c'était en fait quelque chose d'exclu. Raison pour laquelle elle était en toute sécurité, elle était armée jusqu'aux dents, comme toute la garde. Raison pour laquelle elle a eu déjà l'opportunité de viser cet ambassadeur. Pourquoi? Elle était très bien filmée, en fait, tout cela, parce que on était en train de filmer le discours même donné par l'ambassadeur russe comme n'importe quel événement culturel. Donc on ne croyait pas du tout qu'un tel crime pourrait être commis de la manière, parce qu'il est commis par qui? Il est commis par la garde. Comme c'est ce qui s'est passé, si vous vous rappelez bien, pour l'assassinat de l'ex-président Sadat. Elle était parmi, en fait, ses soldats, parmi son entourage, parmi donc, ce qu'on appelle l'élite militaire qui était choisie pour garder, pour sécuriser la scène. Donc, elle était presque exclue que l'un de ces éléments puisse perpétrer un tel crime. Donc, c'est ce qui s'est passé exactement pour l'ambassadeur russe. Est-ce que vous pensez qu'après cet acte, il y aura des problèmes vont être aggravés entre la Russie et la Turquie? C'est pas exclu en fait, au moins au début, parce que malheureusement, on a tué l'auteur. Et je dis malheureusement, pourquoi? Parce que peut-être elle était poussée par un groupuscule quelconque, ou bien une autre faction terroriste. Donc on ne va jamais arriver en fait à rien connaître, si vous voulez, parce que l'auteur est tué. Donc maintenant, s'il y a des informations demandées par la Russie à la Turquie, je crois que cette dernière ne sera pas du tout en mesure de rien donner. Je vous dis pourquoi, parce qu'on a tué l'auteur et j'aimerais bien qu'elle soit arrêtée pour être très bien interrogée et pour connaître qui sont derrière lui. Donc c'était en fait très très profitable que de l'avoir tué. Est-ce que vous pensez qu'il était tué il voulait le tuer parce qu'il ne voulait pas vraiment que la vérité soit connue? En fait, rien n'est exclu. Parce que c'est bizarre quand même de le tuer. C'était très simple de l'arrêter, je crois. Oui, mais il avait en fait son pistolet très chargé, donc il était en train de diviser aussi le policier. Donc peut-être on a trouvé un autre moyen que le tuer, mais quand même c'est une grande perte en ce qui concerne les informations et en ce qui concerne aussi le dossier en fait s'il y a par exemple un autre. Parce que, par exemple, un des responsables policiers turcs, il a dit que peut-être c'est le groupe de Fethullah Gülen qui est derrière. Donc, il n'y a pas d'information. On pourrait profiter de cette occasion pour connaître, oui, est-ce que Gülen, par exemple, ce groupe de Gülen est déjà impliqué dans cet attentat, ou peut-être il y a quelqu'un d'autre. Parce que c'est beaucoup mieux de connaître la vérité que, par exemple, de prendre la solution facile pour dire, ah oui, c'est Gülen qui l'a fait, comme on dit en Égypte, par exemple, ce sont les frères que l'on fait, et peut-être que ce n'est pas le frère. Donc la vérité, c'est plus précieuse, par exemple, que d'accuser telle et telle personne. Oui. Parce qu'elle pourrait être criminelle, mais en même temps, elle n'a pas perpétré ce crime. Peut-être qu'il y a un autre criminel. Donc il faut fouiller d'une façon tout à fait soigneuse pour connaître s'il y a peut-être de nouvelles groupuscules qui sont en train de perpétrer des actes criminels et des actes terroristes contre l'État, contre le régime, ou bien qui cherchent à saper, si vous voulez, détruire les relations entre la Turquie et la Russie. Oui. Alors l'autre attaque qui a eu lieu hier, c'était à Berlin, au centre de Berlin, en Allemagne.
Cette fois-ci, il s'agit d'un conducteur de camion, comme on a vu à Nice. Alors aussi, il faut dire que on a de nouvelles formes de terrorisme. C'est qu'il ne s'agit plus de bombes ou de ceintures explosives. C'est très difficile maintenant de traquer ces terroristes puisqu'il s'agit juste d'un camion. N'importe qui peut avoir un camion et peut commettre des actes Oui. de la même façon. Alors comment Comme le faire camion qui a fait la même chose en à France. Nice? Oui, c'est ce que Donc, je viens de oui. dire. Alors comment faire pour faire face à ce genre de terrorisme? C'est-à-dire, il faut si vous me permettez aussi dire que maintenant, on n'a pas toujours aussi le même genre de terroriste. C'est-à-dire, celui qui a commis l'attentat ici en Égypte contre l'Église n'est pas comme celui en Allemagne, il n'est pas comme celui en Turquie. On parle plus maintenant de problèmes économiques, mais il y a beaucoup d'autres problèmes aussi qui sont à l'origine de ces pensées terroristes. Alors, comment faire pour faire face à ces terroristes? Oui, il faut un travail polyvalent en fait. Premièrement, en ce qui concerne le travail sécuritaire, c'est très important. Il faut réactualiser et renouveler toujours les tactiques de faire face au terrorisme parce que les terroristes sont plus intelligents que jadis, sont plus dangereux que jadis, sont plus anistéroïdes que jadis. Ils ont de plus en plus de moyens économiques à leur disposition, des moyens économiques, des moyens technologiques et des moyens scientifiques également. Il y a parmi eux qui sont des élites en fait, elles ne sont pas des bêtes. Donc deuxièmement, il faut une coopération internationale véritable qui prend en considération, prend en compte que n'importe quel danger dans n'importe quel endroit du monde est censé menacer tout le reste du monde. C'est-à-dire que n'importe quel pays est bête lorsqu'il pense qu'il pourrait être à l'abri des actes terroristes parce qu'il est devenu mondial. À vrai dire, dans le sens, c'est plein de monde est devenu mondial, à l'échelle mondiale. Et ce n'est pas seulement de la part, par exemple, de groupes islamistes, mais il y a aussi, par exemple, d'autres groupes de n'importe quelle autre confession. En Suisse, l'attaque, c'était contre un centre islamique. Oui, ce sont les musulmans qui sont visés cette fois-ci. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, le terrorisme n'a pas de religion, par exemple, il n'a pas de confession. Certaines, par exemple, pour baptiser l'islam de terroriste, baptiser le christianisme de terroriste, ce n'est pas la vérité. La vérité, ce sont les terroristes. Ce sont des gens qui ne sont pas corrects, qui sont mal formés, qui ont reçu des fausses idées relatives, par exemple, à la vengeance, à la violence et tout cela. Troisièmement, il faut aussi chercher partout, dans toutes les disciplines, en fait, pourquoi le problème a surgi avec cette intensité actuellement. Donc, il y a une erreur là-dedans, dans la réflexion mondiale. Mais où réside cette erreur, où réside, par exemple, cette déviation pensive et culturelle? Donc, il faut que le centre de recherche travaille d'une façon plus efficace et il faut qu'elle soit aussi très, très proche de zones chaudes dans le monde. Pourquoi de telles personnes, par exemple, adoptent-ils de telles croyances? Et donc, où réside le problème? Le programme, par exemple, de formation, peut-être, pourquoi pas. Peut-être, par exemple, la culture dans tous les autres pays, la culture qui n'accepte pas l'autre. Peut-être il y a aussi dans le discours religieux, pourquoi pas, et aussi dans le discours médiatique. Parce que maintenant, prévalent plus, par exemple, la montée de Trump qui n'y a aucune arrière politique. Il n'a pas, par exemple, travaillé politique d'une façon efficace, comme par exemple McCain ou bien comme John Kerry, comme les autres. Et donc, il n'est pas politique, mais malgré ce fait-là, il est arrivé au pouvoir. Moi, je ne suis pas contre lui, mais comment, par exemple, un discours qui n'est pas assez équilibré, par exemple, assez politique, pourrait triompher en fin de compte? Donc, parce que l'absence de rôle américain dans la politique mondiale, il pourrait être très, très sensible et très dangereux aussi. Donc, il faut qu'on cherche pourquoi les gens, par exemple, acceptent-ils des leaders moins politiques, par exemple, des leaders moins formés. Par exemple, comme en Égypte, par exemple, pourquoi les gens se détournent, par exemple, des ulama de l'Azhar en ce qui concerne le discours religieux et ils font cours derrière, par exemple, des chefs qui ne sont pas officiels. Donc, il y a plusieurs questions, en fait, à répondre, à interroger. Il faut une recherche académique soigneuse et aussi une recherche sur le terrain, empirique, pour connaître les tendances des gens. Pourquoi, par exemple, ils penchent-elles à telle direction, à telle direction. Donc, il faut un travail à l'échelle mondiale, une coopération efficace et aussi
toujours de renouveau, de réactualisation des moyens de sécurité. Ouais. Alors, est-ce que, docteur Godala, vous pensez que, avec tout ce qui se passe, surtout, on peut dire que ces troubles dans notre région, la région du Moyen-Orient, montrent aussi, ou une des principales raisons pour lesquelles on en commence à voir ces personnes frustrées qui deviennent facilement des terroristes, ou est-ce que c'est plutôt, comme la plupart prédisent, ce sont des créations des grands pays pour pouvoir manipuler les autres pays pour servir leurs intérêts? Je crois que les deux ensemble. Premièrement, en ce qui concerne l'avenir de cette région. C'est un avenir tout à fait opaque. C'est l'opacité qui règne. On ne connaît rien. Est-ce que vous êtes sûr, par exemple, qu'un pays comme l'Irak, elle sera toujours un pays unifié dans 2-3 ans, par exemple? Pour la Syrie, est-ce qu'il y a une garantie qu'elle ne sera pas subdivisée ou morcelée? Par exemple, même pour l'Arabie Saoudite, il y a des cartes qui disent qu'on a l'intention de le morceler en 7 pays. Donc, c'est affreux ce que se passe. Il y a toujours des informations tout à fait tragiques et lamentables. Donc, on ne connaît rien pour l'avenir. Cela pourrait créer une sorte de frustration et de déception. Parce que les jeunes, qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui? Ils attendent un avenir mieux que ce que se passe aujourd'hui. Mais lorsque on se trouve devant une réalité lamentable, c'est le fait que les régimes dans la région ne sont plus capables, par exemple, à garder l'unité nationale et la souveraineté du pays sur toutes les régions. Parce que, par exemple, au Soudan, on a subdivisé le pays, et même le Soudan du Sud, il est en train de se remorceler encore une fois. En Irak, par exemple, maintenant, vous êtes devant peut-être une vraie république kurde au nord. Donc, en Syrie, par exemple, maintenant, on ne connaît même pas l'avenir, qu'est-ce qu'elle viendra. C'est d'une part. D'autre part, en ce qui concerne, par exemple, ce conflit de la part des grandes puissances pour l'hégémonie sur la région, il est tout à fait clair et évident. Je vous donne un exemple. Après, en fait, l'élection de Trump, il a dit que les pays de Golfe devront payer cher, en fait, la protection américaine, parce que ce n'est pas gratuit. Donc, lorsqu'il a dit cela, la dernière réunion de pays de Golfe, elle était assistée par qui? Par la première ministre britannique qui a dit, si les Américains refusent, par exemple, de vous protéger gratuitement, on est là. Donc, c'est une sorte de concurrence et de conflit entre les grandes puissances. C'est clair, net et évident. Parce que, par exemple, même la France, qui n'était pas assez ancrée dans les pays de Golfe, elle a déjà des bases militaires dans des pays de Golfe. Pour la Russie, par exemple, il cherche à revenir à la région via le portail de la Syrie. Donc, il a des intérêts normalement, c'est pas caché. Donc, la concurrence de grandes puissances, oui, il se trouve. Mais pour revenir, en fait, efficacement à la région, ils doivent aussi préparer les terrains pour revenir d'une façon, en fait, si vous voulez, favorable dans ce pays-là, parce qu'ils ont déjà, en fait, testé l'occupation et elle était pourchassée, en fin de compte, dans les années 60 et 50. Donc, maintenant, ils veulent revenir avec l'accueil chaleureux de la part des habitants de la région en tant que boucle de sauvetage. Donc, cela est vrai aussi, et la frustration et la déception de la part des jeunes, surtout de la jeunesse, dans la région, elle est claire, nette et malheureusement brutale et précise. Ouais. Mais alors, est-ce que vous voyez qu'avec la multiplication de ces attaques et le fait qu'on voit maintenant ces attaques partout dans le monde, dans tous les pays de l'Europe, de l'Amérique, est-ce que cette fois-ci on pourra, ou le monde entier, la communauté internationale sera plus sévère en ce qui concerne les moyens de combattre le terrorisme? Parce que c'est pas normal que tout le monde attaque quelques groupes, par exemple en Syrie ou en Libye, n'arrive pas à les terminer complètement. Alors est-ce que vous pensez que dorénavant ces attaques seront plus sévères et on pourra avoir vraiment des résultats plus crédibles? Oui, des résultats plus crédibles, mais c'est à long terme, mais ça ne sera pas d'une façon tout à fait immédiate. Je vous dis pourquoi. Parce que ça fait par exemple à peu près 5 ans que la guerre se déroule en Syrie, sans arriver à une issue. Maintenant, avant il y avait Jabhat al-Nusra et les autres qui étaient contre le régime. Maintenant, il y a Daesh. Et demain, on ne sait pas qui adviendra. Mais en fait, je crois que c'est plutôt le monde, il est invité à travailler d'une façon, comme je viens de le dire, polyvalente. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'arme qui doit parler, mais il y a aussi
Oui, par bien exemple, sûr. cette révision culturelle, parce que, par exemple, aux États-Unis, après, lors de 11 septembre 2001, on a commencé à poser la question pourquoi ils noyissent, c'est-à-dire pourquoi cette haine qui est contre les Américains, peut-être que les Américains ont mal géré la manœuvre. Et je disais, ça fait longtemps, j'ai dit que, par exemple, les Britanniques sont plus prudents et plus vigilants vis-à-vis des rapports avec l'Orient parce qu'il était un pays colonisateur avant, donc il connaissait très bien l'Orient et même les cartes, par exemple, pour tracer les frontières, tout cela, il se trouve toujours dans les réservoirs britanniques. Mais pour les États-Unis, il était tout à fait nouveau en fait dans la région, donc elle connaissait que la logique de la puissance. La logique de la puissance, elle pourrait être une partie de la solution, mais elle ne devrait pas être la solution tout entière. Parce que par exemple, en Libye, par exemple, c'est un pays tout à fait tribal. Lorsqu'il faut chercher, par exemple, à donner prévalence à une faction au détriment des autres, peut-être pour court terme, on pourrait donner l'hégémonie, hein, mais à moyen terme et à long terme, ça ne sera pas le cas parce qu'il y a cette sorte, si vous voulez, d'égalité, en fait, égalité tribale, peut-être 4 et 5 grandes tribus, millionnaires. Donc, personne, en fait, nul de ces tribus n'est censé, par exemple, concéder à l'autre sans avoir une portion de gouvernement. Donc, il faut voir les choses d'une façon tout à fait différente, c'est-à-dire d'une façon locale ou autochtone. C'est-à-dire ce que pourrait être valable aux États-Unis ne pourrait pas être valable en Égypte ni en Libye. Chaque pays a des circonstances tout à fait spécifiques. Si, par exemple, on tourne le dos aux circonstances spécifiques de n'importe quel pays, si on cherche, par exemple, à généraliser un modèle, comme on dit, par exemple, préfabriqué à toute la région du monde, donc ça ne sera pas dans l'intérêt de personne. Et je vous donne aussi des exemples pour bien connaître la réalité, la vérité. Par exemple, ce modèle, en fait, occidental, lorsqu'on dit, par exemple, le mondial, c'est-à-dire occidental, c'est pas égalitaire. Donc, mondial, ça veut dire quoi? Mondial, ça veut dire quelque chose de ce qu'on appelle syncrétique, quelque chose de syncrétique qui pourrait regrouper en fait tout ce que se trouve dans tout le monde pour faire une sorte d'amalgame tout à fait harmonieux qui pourrait concevoir toutes les cultures. Mais chercher à imposer un modèle, ce ne sera pas la solution. Elle pourrait gagner pour un certain temps, mais à long terme, ça sera le conflit. Et on voit maintenant la conséquence de l'hégémonie occidentale des années 80, des années 60 ou 70 et des années 2000. Je vous remercie infiniment, docteur Kamal Gadara. Je rappelle, vous êtes analyste politique. On espère que la période à venir, on n'aura pas vraiment d'attaques terroristes et que tout le monde pourra passer les fêtes dans le calme. Inch'Allah, on verra la fin de cette amertume, en fait. Ouais. Inch'Allah. Bien, mesdames, messieurs, en fait, tout de suite, on va passer à notre deuxième sujet pour ce soir. En fait, en parlant de l'intérêt que porte l'Égypte et le président Abdel Fattah el-Sisi à l'Afrique et aux relations égypto-africaines, le chef de l'État multiplie bien sûr ses visites dans les pays africains. La dernière en date était dimanche dernier. Il s'est rendu en Ouganda. Echelle va nous donner plus de détails concernant cette visite et puis on revient pour plus d'analyses concernant les relations Égypte-Afrique. Le président Abdel Fattah el-Sisi était dimanche à Entebbe pour une visite officielle de 24 heures en Ouganda, au cours de laquelle il s'est entretenu avec son homologue ougandais Yoweri Museveni. Une séance d'entretien officielle a eu lieu au palais présidentiel. Les entretiens ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les divers domaines, notamment au chapitre économique et commercial. La hausse des échanges commerciaux entre les deux pays, en sus des moyens de mettre sur place des projets communs, ont été au menu des discussions. Parmi les autres sujets, les questions africaines et régionales d'intérêt commun, outre les moyens d'instaurer la sécurité et la stabilité au continent africain. Le porte-parole officiel de la présidence, l'ambassadeur Ala Youssef, a indiqué que la visite de M. Sisi en Ouganda intervenait à l'invitation du président ougandais afin d'examiner des relations bilatérales dans le cadre de l'ouverture de l'Égypte aux pays africains et son attachement à conforter la coopération bilatérale.